Et l'on retrouve notre invité, comme chaque 15 jours sur Liberté FM, pour nous parler cette fois, Jean-Louis Montagu, bonjour. Bonjour Monsieur Gado et Des merci mers. encore de votre Eh mais il n'y a pas de invitation. souci, on continue cette grande saga de l'histoire de Ribérac et on va s'intéresser plusieurs fois d'ailleurs, hein, on va Oui, peut-être, saucissonner oui. tout ça autour des mers de Ribérac. C'est vrai que c'est une longue histoire et évidemment la résumer en 20 minutes, c'est presque une gageure. Parce qu'il y a eu beaucoup de maires à Ribérac depuis la Révolution, même avant, puisque ça commence en 1600. Enfin, non, il faut, excusez-moi, dès le départ, pour ceux qui veulent suivre, il faut regarder le diaporama sur Calaméo. Calaméo, comme toujours, maire de Ribérac, et puis vous tombez directement sur ce diaporama qui doit faire pas loin de 35 diapos, donc qui est très long, parce qu'on examine le mandat de chacun, même les plus courts. Il y a eu des mandats de 6 mois, il y a eu des maires qui sont décédés avant la fin de leur mandat. C'est la vie. Bon, donc on reprend cette histoire, si vous voulez. Oui. On y va? Allez, c'est Allez, parti, c'est on parti. vous écoute. Alors je précise que je suis parti, là, et vous le voyez dès le début, sur les écrits de l'incontournable Monsieur Dussolier, hein, parce que il a écrit l'histoire des maires, mais évidemment, après, ça sera la deuxième partie, sans doute, je l'ai complété par les maires actuels, parce que lui s'arrêtait en 1960, par là. Enfin, je crois qu'il est décédé, je ne sais plus quand, enfin, et évidemment, on a Réactualisé. on a les maires actuels. Alors donc j'ai remis à jour cette. Ça fait pas mal de pages, surtout le long règne de. Bon, il y a eu Jules Brunet, bien sûr, qui était très long, pas loin de 40 ans, mais le long règne de M. Cazot, et puis le règne plus court de M. Terrienne, qui sont déjà englobés dans cette histoire. Avec leur accord d'ailleurs, puisque M. Terrienne en particulier m'a co-rédigé sa partie. Donc voilà, on commence? Allez, je vous écoute. Allez, c'est parti. On vous écoute. Alors, je signale que la fonction de maire existe depuis 1600, 1500. Enfin, ça s'appelait pas des maires, c'est pour ça, mais sous l'Ancien Régime, il y avait des consuls. Et je vois à Périgueux, il y a encore la maison des consuls qui traduit bien ce. Alors, c'était pas par élection non plus, c'était soit des nominations royales, soit des achats de charges qui permettaient de, comme ça se faisait à l'époque, quoi. Bon, on passe à le premier vraiment maire de Ribérac, c'est Léonard Baudouin, conseiller du roi, donc charge vénale pendant 14 ans jusqu'en 1706. Voilà, et il y avait des offices avant. Bon, alors il y a eu le premier successeur, c'est Jacques Ravaud, mais là aussi on n'a pas beaucoup de traces. Lorsqu'arrive la Révolution, et la Révolution, c'est la Première République. Qui arrive, on institue des communes, et puis comme les gens s'en doutent pas, il n'y avait pas de mairie à l'époque. Donc ils allaient chez le maire élu, et puis ensuite ils déménageaient suivant les maires, et les mandats étaient très courts, hein. Donc le premier, il faut quand même, de septembre à décembre 1789, c'est Jean-Baptiste Pourteron. Bon, son seul souci, c'était d'organiser une garde nationale. D'ailleurs, il a eu que 3 mois, ça lui permettait pas de faire grand-chose de plus, hein. Bon, ensuite, il faut gérer les pénuries, hein. Enfin, je rentre pas dans les détails, vous les trouverez dans le diaporama, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de problèmes à ce moment-là. Il y a eu des réquisitions, puisqu'après, il y a eu la levée en masse pour faire la guerre européenne. Donc, voilà. Alors le décret de décembre 89, nationalisation de toutes les paroisses. Ça devient des communautés d'habitants qui élisent leurs conseillers et l'agent municipal qui est le maire. Voilà. Alors, un nouveau conseil le 13 décembre, c'est François Soubiran, qui, bon, lui aussi, il a démissionné au bout de 3 mois. Donc vous voyez, c'était quand même très éphémère. Il y avait beaucoup d'agitation à l'époque aussi. Oui. Il n'y avait pas non plus. Vous avez peur de se faire couper la tête aussi? Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est pas une blague. Et oui, suivant qu'ils étaient girondins, montagnards, ils se sont entretués après pendant quelques années. Et effectivement, c'est un métier à risque. Aujourd'hui, on coupe les têtes électoralement. C'est moins. Ça. Malheureusement, il y a aussi des maires qui sont agressés. Oui, aussi. de plus en plus. Voilà. Vous avez raison. Par la population. Par la population. Donc, je passe sur rapidement. Enfin, tous les détails sont donnés, mais ce sont des élections fugaces qui durent. Alors, il y en a eu en 94 avec les
Et puis, il y en a eu en 95, 1795, en 1798, où on cherche à imposer le calendrier républicain, qui ne prendra pas. Ensuite, on voit Jean Boyer, puis on voit Constantin Joseph Pluchart, de 1790 à 1792. Là, ça commence à durer 2 ans. Alors, à ce moment-là, c'était les décrets pour ceux qui stockaient de la nourriture. Par exemple, il y a des... ou pour les défaillances de la garde nationale. Alors, vous voyez, c'était vraiment on faisait face au plus pressé, quoi. Il n'y avait pas vraiment une politique, si vous voulez, d'une mairie. On découvrait, en fait, c'était les 3 paroisses, dont je rappelle qui étaient Saint-Martial, Saint-Martin et la paroisse de Faye, qui avait donné lieu d'ailleurs à l'époque à la construction d'une église centrale, mais il y avait toujours 3 paroisses qui ont été réunies en une mairie de Ribérac. Voilà. Alors, Raymond Darenne, ensuite, en 92, alors lui, c'est la résistance du bourg de Faye contre son intégration à Ribérac. Vous voyez, déjà, ça protestait. Des réquisitions. Alors là aussi, c'est quand même un métier dangereux, maire, hein, parce qu'il fallait réquisitionner. Quand l'armée avait besoin de chaussures, de draps, d'équipements, de nourriture, eh ben, on réquisitionnait. Et on cherchait des volontaires en 93. Hein. Alors, bon, je raconte quelques histoires de réquisition, comme les 481 cochons, enfin... Bon, il faut lire tout ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais ça peut paraître pittoresque, mais il n'empêche qu'à l'époque, c'était assez mal vécu, quoi. Et ça se comprend un peu, parce qu'ils n'avaient que ça pour vivre, hein. C'était paysans à l'époque. Alors, à part quelques notables. Hein. Bon, après, il y avait les victimes de la terreur, en 93-94, et en particulier, on a eu un prêtre ribéracois qui a été guillotiné en 94, voilà, arrêté à Bordeaux, et voilà. Bon, enfin, je passe sur le détail. Alors, l'église de la Trinité, elle, qui venait d'être construite, 50 ans auparavant, a été réquisitionnée aussi pour servir de lieu de réunion publique, puis marché au grain, dépôt de fourrage. Bon, à l'époque, il y a eu aussi ce fameux, nos bienheureux, la Armand de Foucault de Pontbriand, qui était de Celles, du château de Lescou, qui a été, donc, en 1792, il s'est retrouvé malheureusement dans les 200 prisonniers des Carmes, et quand Danton a laissé faire les massacreurs de septembre, en deux ou 3 soirs, ils ont massacré dans toutes les prisons de Paris, et il s'est trouvé parmi les victimes, donc ça lui vaut une béatification, c'est déjà... J'allais dire, c'est ça. Reconnaissance. Enfin bon... Il aurait pu sans doute faire beaucoup de choses. Alors Jean de Villefumade qui suit, alors lui c'est un vrai, enfin il n'est pas de Celles, il est de Ribérac. Et lui, il est resté clandestin à l'époque où il aurait dû émigrer peut-être en Angleterre comme l'évêque, et dénoncé le 27 mai 94 et condamné immédiatement et guillotiné le 6 juin 1794 avec surtout sa logeuse et sa fille, simplement. Vous voyez, alors que... Il fallait se tenir vraiment à carreau parce qu'on risquait sa vie à tout bout de champ. Bon, on passe au directoire. Alors, 95-99, c'est le directoire. Et la commune de Ribérac, la fonction de maire, entre parenthèses, vivait dans un état d'exception. Alors, on commence à signer les actes d'état civil, civils, qui remplacent les actes paroissiaux qui, jusqu'alors, permettent toujours de retrouver les généalogies. Voilà. Le premier maire, c'est Joseph de Roche. Alors, c'est l'époque où un jeune ingénieur construit le pont de Ribérac, en 1796. C'est un certain Louis Vicat qui deviendra après... Alors, son pont, c'est son premier. Il était en stage à Périgueux et il a construit ce pont sur la Dronne, que tout le monde passe en ce moment sans le voir. Alors c'est un prototype de celui de Souillac parce qu'il s'est fâché avec son patron et il est parti à Souillac où il a fait un pont 2 fois plus grand mais du même modèle. Donc on a servi un peu de brouillon pour ce jeune étudiant architecte qui depuis a créé une société mondialement connue qui doit avoir 2000 salariés à travers le monde et qui fabrique les ciments Vicat parce c'est un polytechnicien, il avait imaginé un brevet pour... Bon, enfin, je passe aussi sur ce détail. Enfin, ce n'était pas non plus un Ribéracois. Donc, mais enfin, c'est à Ribérac que s'est passée cette inauguration.
Alors, ensuite, passent des périodes agitées où on change de régime, on passe au consulat, au Premier Empire, puis après il y aura la Restauration, la monarchie de Juillet. C'est fou, là. Alors évidemment, au niveau des communes, ça bouleversait un petit peu les données, puisque le maire, il voyait ses prérogatives tantôt réduites, tantôt augmentées. Alors voilà, bon, Bonaparte a rétabli en 1800 les municipalités, mais les maires sont nommés. Voilà. Il est chargé de l'administration de la commune et il a un pouvoir quasi absolu qu'il gardera jusqu'en 1867, vous voyez, jusqu'à la fin du Deuxième Empire. Bon, Ribérac devient en 1800 l'une des 3 sous-préfectures de la Dordogne. C'est ça qui est important, c'est que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, quand on regarde la courbe de la population, que la population augmente jusqu'en 1840 à peu près. On commence en partant de moins de 3000 habitants, on arrive à 4000. Et après, on restera à peu près fixe. Mais vous voyez, c'était la grande vogue. Enfin, c'était peut-être aussi lié à l'exode rural, même s'il est limité ici. Mais beaucoup de gens venaient en ville et habitaient en ville. Voilà. C'est en 1803, d'ailleurs on en parlera pour l'hôpital, que des religieuses de Sainte-Marthe reprennent la tête de l'hospice de Ribérac qu'elles avaient fondé du temps de Louis XIV. Alors, premier maire du nouveau régime, Joseph de Roche. Il va rester 16 ans. Bon, alors sa grande activité, ça a été de trouver une salle pour la mairie, parce que les salles où ils étaient prenaient l'eau, la toiture endommagée, et il arrivait qu'il pleuve dans la salle même. Alors vous voyez, on a quand même fait des progrès depuis, heureusement. Voilà, alors les opérations, c'est surtout la conscription, parce que Napoléon avait besoin de beaucoup d'hommes, et l'organisation de la garde nationale, et puis les grands anniversaires. On fêtait beaucoup Napoléon. Faisait des fêtes en son honneur chaque fois qu'il y avait une victoire. Donc, on ne manquait pas de fêtes officielles à ce moment-là. Voilà. Au sombre jour de l'Empire, le conseil municipal a décidé d'offrir à l'empereur 3 cavaliers montés équipés aux frais de la commune. C'est quand même une chose importante. Voilà. Et le bâtiment d'octroi que vous voyez sur la place, qui est actuellement qui sert de toilette publique, mais à l'époque servait de balance, bascule, pour les gens qui venaient vendre au marché, a été édifié en 1802 de 5 floréales en 10, et il servait à percevoir ce qu'on appelait l'octroi, c'est-à-dire une forme de TVA locale. C'était une rentrée fiscale. Voilà. J'ai repris. Il est resté en très bon état. D'ailleurs, on peut admirer sa petite architecture. Il y en a beaucoup dans les villages ici. Hein. Je me souviens d'en avoir vu autour. Enfin, on en voit, par exemple, il y en a un bien conservé à Lille, l'Isle. Oui, l'Isle. Aussi, derrière l'église. Oui. Alors, on passe à la Restauration, 1815-1832. Ça va, pour l'instant, vous suivez? Je suis. Je vais vite, hein. Mais il faut, sinon... C'est du résumé, de toute façon. Comme je vous dis, il suffit d'aller consulter. Alors, la Restauration, les maires continuent d'être nommés, même si Louis-Philippe, en 1830, avait rétabli l'élection des conseils municipaux, mais au suffrage censitaire. Parce qu'on avait peur de la population, il fallait que ce soit que des gens riches qui votent. Donc voilà. Mais, pardon, le maire est toujours nommé, mais, comme j'ai dit, les conseils municipaux peuvent être élus, mais censitaires. Alors c'est là qu'arrive Jean-Baptiste de Fourtou, qui va régner 10 ans, enfin régner, si j'ose dire. Mais en fait, oui, il a un pouvoir quasi absolu à ce moment-là. Hein. On lui doit l'allée de Platane de la sortie de Ribérac, vers la route d'Angoulême, là, qui date de 1817. Alors il a réhabilité un petit peu l'église de la Trinité, l'hôpital aussi. À l'époque, il y avait... Le Ribéraguet, à l'époque, il fallait traverser sur des planches, parce qu'il était à ciel ouvert. Maintenant, il est ouvert. Oui. Bon, il a nommé un instituteur en 1818. Voilà, bon, il y avait... Alors ensuite, on passe sur son règne très rapidement. Il y a Pierre Mathieu, 1826-1833. Là, on atteint à peu près le septennat. Alors lui, il a créé le champ de foire.
Et puis, il y a eu des mesures. Tiens, déjà, il y avait une épidémie, mais de choléra cette fois. C'est un autre virus. Mais Alors, il bon. faut nettoyer les rues tous les jours, interdire d'accumuler les immondices et de tenir des cochons à l'intérieur de la ville. Hein. La divagation des porcs, à l'époque, c'était une habitude. Chaque foyer avait son cochon. Voilà. Bon, bah oui. Bon, en 1833, il démissionne parce qu'il était mis en minorité. Alors, on signale, à cette époque, nous sommes juste à côté, Oui. la création de l'ouverture du Café des Colonnes, 1832. C'était donc juste avant la monarchie de Juillet, enfin juste pendant, je veux dire. Et là, c'est là qu'arrive Placide Léonardon. Alors là, vous avez des repères sur les noms des rues. Vous avez toujours tous ces noms. Les gens se demandent parfois pourquoi. Qui c'est? Ce sont souvent la plupart des anciens maires. Notaire de Vinxin, alors toujours pareil, nommé par ordonnance royale. Il a reconstruit l'hôpital, enfin tel qu'on le voit aujourd'hui. Il a restitué aussi l'église Notre-Dame, là-haut, enfin la grande église, c'est-à-dire On la appelle maintenant collégiale. la collégiale. Il l'a restitué au culte. Par contre, l'église de la Trinité, il en a fait un grenier, une halle au grain. Donc, où se faisait un minage, d'où la rue du minage, hein, que certains, notre maire actuel connaît bien d'ailleurs, puisqu'il y habite. Et c'est le début de l'éclairage de la ville avec des réverbères. Bon, je suppose donc qu'il y avait un allumeur de réverbères. Oui, parce que c'était au gaz à l'époque. C'était un petit boulot, oui. Bon, il y a la construction d'écoles primaires pour les garçons. Bon, et il a fait quand même pas mal de choses. En 13 ans, il a régné 13 ans. Donc, création d'une caisse d'épargne, d'un asile pour les enfants.
Et on poursuit ce rendez-vous sur Liberté FM avec Jean-Louis Montagu que l'on retrouve. Bonjour. Bonjour Monsieur Gado, j'espère qu'on va pas lasser nos auditeurs. Parce Non, que c'est la j'espère suite, pas en tout cas. Voilà pour la suite de cette aventure autour des maires de Il y Ribérac. a un petit suspense, c'est vrai on les a laissés en plein... En pleine Seconde République. Non, juste avant. Nous, on Juste on les a abandonnés avec un château en ruine, Oui, en château train en de Il n'existe plus donc aujourd'hui. terminer la restauration et puis passer maintenant une petite deuxième république qui va pas durer longtemps. Bon, j'espère que après ce suspense insoutenable, les Ribéracois vont nous demander la suite. Mais peut-être qu'ils ont profité de ces quelques jours entre les deux épisodes pour faire le tour des rues de Ribérac, pourquoi pas. Ah ben, j'espère. Allez, on y va? On y va. Alors, deuxième république, elle ne va pas durer longtemps, 4 ans. Bon, cette fois, quand même, les maires sont élus par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000, pour les petites. Donc, nous, on est concernés, puisque je vous dis, à l'époque, on commence à atteindre les 4 000. Oui, pour les autres. Et pour les autres, pour les toutes petites, ils sont nommés par le préfet. Voilà. Bon, ça reste des régimes à semi-démocratiques. Hein, et on craignait toujours le bas peuple, puisqu'il y a toujours le sens. Et vous allez voir que Napoléon III joue beaucoup sur le sens, enfin sens, C-E-N-S, hein, c'est-à-dire l'impôt qu'on payait, qui servait de sélection pour les électeurs, et les éligibles d'ailleurs. Alors, un paysan du coin ne pouvait pas être maire, il fallait avoir une certaine fortune. Alors on arrive à Antoine Guillemot. Bon, il n'a pas laissé une... Il est resté 2 ans. Il a fondé le journal La Ruche, alors qui est consultable au centre culturel et qui fait partie de nos archives absolument précieuses. Voilà. Alors, il a été révoqué par des commissaires du gouvernement. L'un des commissaires, d'ailleurs, qui s'appelait Montagu, a été très poli avec lui. Mais je ne le connais pas, hein, c'est peut-être pas de ma famille. Et voilà, c'est Marc Dufraisse qui l'a, ou quelqu'un qui l'a dénoncé pour je ne sais quel. À l'époque, il fallait pas grand-chose pour. Alors arrive Pierre Serbat qui le remplace, toujours nommé cette fois. Oui, parce que voilà, il y a eu une réorganisation de tous les conseils municipaux. On a dû chasser voilà tous les anciens, les gens de la restauration. Et voilà. Alors de nouvelles élections. Alors la liste, c'est Marc Dufraisse. Alors Marc Dufraisse, je souhaiterais que quelqu'un d'autre en parle parce qu'il y a toute sa biographie il a été député sous la Deuxième République. Hein, c'est un personnage en soi, quoi. Une grande famille de notables et il s'est fait beaucoup. Enfin, il s'est signalé par ses activités de journaliste et polémiste surtout. Voilà, il a même été exilé après différents événements et il est mort en exil. Voilà. On continue parce que arrive Élie Deslugin qui restera 3 ans. Élie Deslugin, lui, est resté. Apparemment, Marc Dufraisse n'était pas resté du côté de la majorité, donc Deslugin, lui, semblait plus admis par le peuple, plus conforme à la démocratie. Et c'est alors qu'arrive la surprise, quoi, pendant son mandat, c'est Louis-Napoléon qui avait été plébiscité avec des millions d'électeurs sur son simple nom, hein, sans programme. Il voulait prolonger son mandat de Deuxième République. Comme on ne voulait pas, il a fait son coup d'État. Et il a commencé à créer un empire. Il est redevenu empereur comme il prétend être petit-neveu de Napoléon, ou je ne sais quoi, enfin, membre de la famille en tout cas, ce qui n'est pas toujours attesté par les historiens. Mais enfin bon. Alors ils font de la Société Secours Mutuel, je parle de Élie Deslugin, et vous avez ça sur le vieux théâtre. Il y a un panneau sculpté qui indique, alors c'était les premières caisses d'épargne, si vous voulez, et de secours mutuel. C'était des assurances, parce qu'évidemment, la pauvreté régnait, et à ce moment-là, la solidarité était plus qu'utile. On passe à Achille Simon, qui a été nommé, lui, par l'empereur, en 1855. Et qu'est-ce qu'on lui doit? Le monument, hein, que tout le monde nous envie. La mairie actuelle, hein, qui n'était pas à l'époque, hein, c'est une habitation particulière, c'est lui qui l'a fait construire.
sur le modèle de Château Margaux, tout simplement. Enfin, j'en parle dans le... c'est le... Comment on appelle ça? C'est le château... J'ai oublié le nom du château, mais c'est un château dans le vignoble bordelais. Et c'est pour ça que ça explique son côté 19e siècle, architecture remarquable. Pardon. Après arrive Pierre-Roger Dufraisse, pendant 7 ans, lui, nommé aussi par décret impérial. Donc, je dirais que il a relancé, ah oui, c'est intéressant, il a relancé le débat sur une nouvelle église, puisque l'église de la Trinité servait de grenier à grains, ou de local municipal, je ne sais pas. Et ce débat, c'est intéressant, parce que vous voyez, il démarre dans cette époque et il va durer presque un siècle, hein, avant qu'on construise Notre-Dame de la Paix, et encore sur fond privé. Alors, l'amiral Auger Dufraisse a été maire de Ribérac, donc de 58 à 65, un des plus brillants amiraux de la marine française. Donc, ça vaudra le coup qu'on en parle vraiment à part, parce que il est tout à fait un personnage remarquable qui mérite peut-être une partie d'émission rien que pour lui. Sachant qu'il a fini, après avoir été maire en 1888, chef d'état-major au ministère de la Marine. Il a reçu, après il a été nommé major général, et lors d'une expédition en Algérie, il a attrapé une maladie. On ne sait pas ce que c'est, mais à l'époque, c'était vite fait. Il n'y en avait pas de vaccin comme aujourd'hui, hein. Arrive l'époque, les 10 dernières années, après les 10 premières où l'Empire était libéral, l'Empire était autoritaire, pardon, il devient plus libéral parce que la population ne plébiscite plus cet empereur qu'à l'époque, elle a quand même élu avec 95% des voix, c'est-à-dire plusieurs millions d'électeurs. Et c'est là qu'on voit l'ancienne mairie de Ribérac, qui est maintenant la Poste, qui a été construite vers cette époque, hein, qui date de cette époque, donc autour de 1860. Et puis vous avez des écoles. Ribérac devient un centre réputé scolaire. Voilà. Alors il y a eu des écoles privées, et puis des écoles gratuites. Enfin, il y a beaucoup d'écoles. Hein. C'est d'ailleurs ce dont on a été aujourd'hui, parce qu'on est quand même un centre scolaire assez exceptionnel pour la communauté de communes et la région. Même. Alors arrive Oscar de Fortoux, alors là, qui devient ministre de l'Intérieur sous la présidence de MacMahon. Encore un personnage exceptionnel qui méritera aussi qu'on lui fasse un petit paragraphe spécial dans une autre émission, quoi. Il est resté de 65 à 70 et il a réalisé pas mal de choses. C'est un personnage puissant qui avait été remarqué par Thiers, par ses talents d'orateur. Et vous voyez, il a été ministre des Travaux publics, ministre des Cultes, ministre de l'Instruction publique, ministre de l'Intérieur jusqu'en 1877. C'est-à-dire qu'il a fait ensuite le début de la Troisième République. Bon, parfois, ces mandats n'ont duré que quelques mois. Enfin, comme c'était des gouvernements très instables. Mais c'est un personnage tout à fait remarquable. Alors, sachant qu'il a un fils, Joseph, là c'est Oscar Bardi de Fortoux dont je vous parle. Il a un fils, Joseph, qui a eu un destin plus chahuté, puisqu'il a été radié de la Légion d'honneur comme impliqué dans l'affaire Stavisky, mais il s'est rattrapé en devenant résistant, chef de l'armée secrète dans les Alpes-Maritimes et mort en déportation. Donc ceci excuse sans doute cela. Bon, arrive Pierre Serbat, hein, parce que Marc Dufraisse avait été exilé par Louis-Napoléon, et Pierre Serbat, il devient maire pour la deuxième fois. Et en 1870, vous savez que ça a été quand même la défaite face à l'Allemagne. Donc, lui, il est arrivé à cette époque-là. Mais par contre, vous savez aussi que c'était l'acte de bravoure, enfin tout le monde devrait savoir que c'était l'acte de bravoure du colonel Denat à Coulmiers. Les mobiles de la Dordogne se sont illustrés par une brève victoire qui d'ailleurs n'a pas empêché les Allemands de reprendre pied ensuite, mais qui ont fui devant eux à Coulmiers, c'est-à-dire c'est près d'Angers.
Et d'où cette statue que nous avons du colonel Denat sur la place du marché. Voilà. Enfin, il était commandant d'ailleurs à l'époque. C'est une des rares victoires françaises de la guerre de 70. L'autre, non moins célèbre, c'est la résistance de Belfort, qui nous vaut d'ailleurs des monuments comme le Lion de Belfort, qui est même à Paris, place d'Alésia. Vous avez la place d'Enfer Rochereau, et d'Enfer Rochereau, c'est un général valeureux qui a résisté, ce qui a valu d'ailleurs à Belfort un statut particulier, le sortant du département de la Moselle d'ailleurs on appelle territoire de Belfort, ils ont un statut particulier, ils ont été épargnés dans la... Vous savez, quand ils ont annexé, les Allemands ont annexé Alsace et Lorraine, sauf Belfort. Voilà. Donc je passe là aussi, on pourra raconter la bataille de Coulmiers dans un autre chapitre. Hein, c'est pas là, on parle des mers. Hein, donc, mais ça vaut la peine de rappeler ça. Surtout que donc, le fameux il était général, le général de Nattes, est devenu propriétaire par son épouse, qui était une Dulo d'Allemand, du Mas de Monté. Hein, là où il est décédé, le château du Mas de Monté à Petit-Bersac, qui est maintenant un restaurant. Absolument. Mais là où d'ailleurs Madame Roland, je le précise, avait reçu un certain François Mitterrand lorsqu'il se faisait héliporter à Nabino. Voilà. Bon, d'ailleurs, il y a un monument mobile de Coulmiers, donc cette statue qui a été inaugurée en 1910, par contre, beaucoup plus tard. Voilà. Et les victimes de 1870, on doit en avoir, mais malheureusement, elles sont dans le monument qui est à Périgueux, sur les allées de Tourny, et la liste des tués est à l'intérieur du monument, ils le disent. Bon, on passe à la Troisième République, parce qu'après la chute, bon, il y a eu l'intermède de la Commune qui n'a pas duré, 2 mois maximum. Et on passe à la Troisième République, où l'organisation municipale prend sa tournure actuelle. C'est-à-dire l'élection du maire et des adjoints par le conseil municipal encore. Enfin, c'est pas... quoi qu'on le fait toujours. Hein. Oui. Après l'élection, c'est le conseil municipal qui transfère ses pouvoirs au maire. Quelle que soit l'importance de la commune, avec un mandat à l'époque de 4 ans. Alors, Paul Durieux arrive, 1814-1877, enfin, c'est jusqu'à la fin du régime de MacMahon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'institution Saint-Joseph, alors que j'ai connue, puisqu'elle est en face dans la rue du Four. C'était à l'époque où je l'ai connu, c'était un institut pour les enfants orphelins. Et surtout, en 1875, le projet de la ligne de chemin de fer Périgueux-Ribérac. Le chemin de fer se développe, et à ce moment-là, Ribérac prend son tour, quoi. Hein. Et ça va être un développement pour Ribérac, parce que le chemin de fer a permis beaucoup de choses, hein, en particulier l'animation des marchés. Henri Duteuil arrive ensuite pendant 1 an. Bon. Et surtout, pendant qu'il était là, c'est la visite du maréchal MacMahon, c'est-à-dire à sa fin de règne, si j'ose dire. Oscar de Fourtou, qui était ministre de l'Intérieur, lui a fait visiter la ville. Et on a choisi d'ailleurs à l'époque aussi l'emplacement de la gare, qui était un peu loin, il faut le dire, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des carrioles, hein, il n'y avait pas de voiture. Voilà. Et donc, cette visite a donné lieu à des cartes postales, je crois qu'on retrouve de collection. Pierre Serbat, donc, continue. Puis Achille Simon. Alors, Achille Simon, deuxième fois qu'il devient maire, donc, mais ça a été très court. Enfin, il a construit une salle d'asile. Et il s'est battu avec un duel avec son propre neveu. Parce qu'il visait le poste de député. Voilà. Donc, à l'époque, le duel n'était pas proscrit comme ça. Donc, quand on avait un problème, hein, on le réglait simplement. C'est ça, comme ça. On ne faisait pas appel à la justice. Bon, arrive la République. Les Républicains remportent, après les monarchistes qui étaient revenus, ou les bonapartistes, la République arrive. Et là, ça va durer longtemps, parce que... Elle commence en 1880. Alors, elle commence elle a trois visages, je crois. Le premier, c'est la République opportuniste.
On l'appelle comme ça, parce que ce sont les radicaux qui ont surtout basculé d'une majorité à l'autre, qui permettaient de garder cette majorité aussi longtemps. Parce que ça va durer jusqu'à la quatrième, c'est jusqu'à 1944, hein, c'est la Troisième République. Alors, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est cette loi de 1884 qui donne au conseil municipal le droit de régir les affaires de la commune. Voilà. C'est fondamental, ça. Et toute commune doit se doter d'un hôtel de ville. Bon, nous, c'était déjà fait, comme je vous l'ai dit, puisqu'on a... Mais il doit aussi s'occuper de la construction des écoles, de la réglementation des débits de boissons, hein, pensez au café des colonnes, et intervenir dans la vie économique locale et entretenir les édifices cultuels, puisque la loi, enfin, c'est pas encore, mais la loi de séparation, là, c'était sous concordat encore, hein. Alors, Achille Simon, lui, c'est le palais de justice. Ah bon, on en a déjà parlé, il me semblait que... Oui, il a été inauguré en 1886, voilà. Non, ça, c'est l'école, excusez-moi, c'est l'école de garçons. Le minage, et puis la ligne de chemin de fer mise en exploitation le 19 décembre 1881. En plus, on commence à éclairer la ville au gaz, et c'est là que, vous voyez, au bout de la place du relais, il y a la vieille usine à gaz, mais à l'époque, il n'y avait pas encore l'électricité, hein. Voilà. Et la rue aux bœufs, ah oui, en 1885, la rue aux bœufs devait porter son nom parce que les bœufs du marché, c'est un marché aux bestiaux, prend la dénomination d'avenue Arnaud Daniel. Ah, c'est un petit hommage. La gare de Ribérac, qui est bâtie en 1880. À cette époque, et l'usine à gaz, dont je vous ai parlé, qui date... Elle est inaugurée en 1888. Et c'était la grande joie. Arrive Achille Laroberti, lui, il n'a pas grand-chose à faire puisque beaucoup de choses ont déjà été faites. Il avait 71 ans quand même. Il a créé l'école primaire supérieure et il a bâti l'école communale de filles. Alors, lors du centenaire de la Révolution de 1889, donc au bout de 100 ans, c'était la colonne commémorative qui se trouve actuellement avec le buste de Marianne. Enfin, à l'époque, elle était beaucoup plus haute, hein, et il a été déplacé au jardin public, voilà, qui servait de point de référence pour toutes les cérémonies, quoi. Voilà. C'est bon, l'histoire, je ne la détaille pas, mais c'est aussi un monument qu'on retrouve dans beaucoup de communes ici, fait sur le même modèle. OK. On passe à la République modérée, tant qu'on y est. Ce sera la dernière partie. Oui, il y a beaucoup de maires qui se succèdent. Henri Duteuil, Pierre Serbat, Honoré Aurillac. Alors, c'est des mandats courts, 2 ans, 3 ans, 2 ans pour Joachim Soureau, qui a donné sa démission l'année suivante, vous voyez. Et Joseph Desbonnières, lui, par contre, a duré 13 ans. Donc, lui, c'est surtout la place des Bonnières, qui porte son nom, d'ailleurs. C'est un drapier. Et il a essayé, lui...
Nouvel épisode, troisième épisode, l'histoire des mers de Ribérac avec Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Gado, bonjour tous les Ravi de vous auditeurs retrouver. fidèles, parce que le troisième épisode, je ne voulais Oui, pas les on les laisser compte sur, plus. Voilà. sur des questions brûlantes, parce qu'on approche de la guerre de 14, il va y avoir des événements. Voilà, donc on remonte cette histoire et on va aborder le 19e siècle, 20e là après. Oui, oui, Voilà. on arrive dans le 20e. On arrive dans le 20e. Et c'est une histoire agitée, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent. Hein. On Ça a dit changé beaucoup. on dit que la France profonde est vit dans la tranquillité, mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup d'événements. Et on a vu se construire progressivement la ville avec ses monuments, petit à petit. Ah oui. Monuments dont la plupart existent encore aujourd'hui. Ah ben heureusement, oui. Certains ont changé d'affectation. Il n'y a que le silo là, qui a disparu Oui. récemment. Mais on va le On l'a pas encore vu au niveau de la construction. Oui, on va le voir, mais on va le en voir maintenant. 1936. D'accord. Allez. Eh bien, on vous retrouve, on vous écoute avec attention. Bon, alors je rappelle que tout ça figure sur un diaporama Calaméo, maire de Ribérac, et que je suis arrivé à la diapo 100 à peu près, c'est-à-dire on passe l'année 1900 et on arrive à ce qu'on appelle la République anticléricale, qui a duré 7 ou 8 ans, qui finit pour nous, enfin par la loi de séparation de 1905. Disons que j'ai fait une carte à la diapo 105 où on voit que c'était partagé. Ribérac, la Dordogne d'ailleurs en général fait partie des pour ou contre à égalité, parce qu'on a fait un scrutin et pour cette loi, et voilà. Alors arrive Pierre Rouchot, percepteur en retraite de 70 ans, 1903-1905. Alors, il continue à discuter du projet de construction d'une église. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça va durer 70 ans, ce projet. Bon, en fait, chaque fois, il y a eu des événements qui ont fait que, voilà, ce projet fut enterré à nouveau. Voilà, parce qu'il trouvait que le montant dépassait les possibilités de la commune. Bon, de toute façon, ce n'était pas forcément la commune, à cette époque, de la construire. Et si l'église sera construite 30 ans plus tard, à des initiatives totalement privées, promues par l'abbé Broca. Alors, on commence aussi à s'installer le téléphone. Donc, on avait vu, et les moulins locaux, là, j'aimerais bien en faire que M. Beauvais, qui a écrit l'histoire des moulins, nous explique comment, à cette époque, les moulins commencent à se reconvertir à l'électricité, à produire l'électricité et à fournir quelques ampoules dans les villes. Donc, allez, arrive Henri Vidot, on n'en parlera pas, il est mort au bout de 2 mois de mandat. Joseph Desbonnières, pareil, il a inauguré, il a eu le temps d'inaugurer, parce qu'il est resté 6 mois, et il a eu le temps d'inaugurer en 1906 la ligne de chemin de fer Ribérac-Parcoul, sous la présidence du ministre Louis Barthou, hein, quand même. Arrive Pierre Siron, 9 mois, démission, enfin bon, je passe. Et donc, je passe aussi sur l'affaire des inventaires qui ne nous a pas touchés directement, enfin beaucoup. Il y a eu des incidents, mais je vois que la Dordogne n'était pas très... Il y a eu des résistants. Ah ben si, c'est plutôt du côté à côté de Montpont, là, comment ça s'appelle aussi, là où il y a Vauclair. Vauclair qui était des Chartreux, qui ont été virés à Manu Militari, quoi, voilà. Bon, évidemment, dans le Nord, il y a eu un Morse qui a dit à Clémenceau d'arrêter les inventaires parce que ça ne valait pas une vie humaine, quoi, voilà. Bon, et puis, alors, j'ai mis aussi des photos qui sont intéressantes que je dois à M. Noël, que je remercie encore. C'est des photos de l'intérieur de la collégiale à l'époque, qui était encore très décorée, comme on peut le voir. Et c'est là que ma mère a été baptisée, d'ailleurs, en 1925. Voilà, parce que c'était son année de naissance. Elle est née rue du Four. Arrive Antoine Lavaux. Bon, pas long. Il avait 40 ans. Il est décédé en 1910, mais enfin, moi, il a eu le temps d'être maire 2 ans. Premier débat sur l'éclairage électrique. Hein, on commence. Et arrive alors le monument électoral Jules Brunet. Là, il est resté de 1908 à 1940 et il a même eu un deuxième mandat à la Libération. Il fait suite à tous ces maires éphémères et lui, il est resté donc suffisamment longtemps, 32 ans, pour avoir le temps de faire des réalisations. Alors,
il a essayé d'ailleurs d'implanter un régiment d'artillerie à Ribérac, mais les dépenses qu'il avait sans doute sous-estimées étaient de 2 500 000 francs et c'était pas non plus à la portée. Et heureusement qu'on n'a pas, qu'on n'a pas eu à s'occuper de ça parce qu'on aurait sans doute des impôts supplémentaires encore aujourd'hui. Il a agrandi le cimetière, il a créé le square Raymond d'Arène et puis, bon, le monument du colonel de Natte dont on a parlé la dernière fois, qui a été inauguré sous son règne. Et l'événement marquant, c'est la visite de Raymond Poincaré, le 15 septembre 1913, qui répond un peu à la visite de MacMahon en 1877, qu'on a évoquée la dernière fois. La visite n'a duré que quelques minutes, mais il y a des belles cartes postales où on voit toutes ces voitures alignées et des gens qui applaudissent aux fenêtres dans la rue qui s'appelait à l'époque la rue, je crois la rue de la Gare d'ailleurs, ou la rue... Ouais, c'était pas encore la rue du 26 mars, puisque c'est arrivé en 1944. Voilà, ça, il a bien sûr exprimé sa satisfaction, mais ça n'empêche pas de rayer Ribérac de la liste des sous-préfectures beaucoup plus tard, dans un geste nerveux après la guerre de 14, on en parlera à ce moment-là. Voilà, arrive la guerre. Tu vois ? Oui. Alors, la guerre, bon, vous savez, on disait une guerre courte, alors je rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé. Mon grand-père, d'ailleurs, que j'ai connu, enfin j'ai deux grands-pères, mais celui de Ribérac a fait le chemin des dames, il avait 18 ans, hein, et il a vu disparaître 6 de ses camarades, il en est réchappé de peu d'une blessure, et après il est parti comme homme d'équipe en 1919 à la gare de Ribérac. Il a commencé sa carrière chemin de fer, à l'époque c'était le Paris-Orléans, c'était des compagnies privées. Alors la ville, à ce moment-là, là je demanderai d'ailleurs peut-être à monsieur Bétoin de venir nous raconter ce qu'il a fait sur Ribérac pendant la Grande Guerre, mais ça a surtout servi d'hôpital, c'est-à-dire que beaucoup de salles publiques étaient réservées pour... bon, puis il y a eu les deux régiments, c'est-à-dire le 250e régiment d'infanterie de Périgueux et le 308e régiment d'infanterie de Bergerac, qui servait de centre de recrutement, et puis beaucoup de nos anciens, ils sont restés, quoi. Voilà. Alors il y a un carré, il faut savoir qu'il y a un carré au cimetière, tout à fait au fond du cimetière, et un long carré avec toutes les tombes des victimes de la guerre. Bon, il y a aussi le monument aux morts qui précise les noms des victimes, et tous les ans, le 11 novembre, bien sûr, on les célèbre. Alors, il y a eu des réfugiés, l'hôpital a été réquisitionné, mais toutes les salles où on pouvait, les écoles ont été réquisitionnées pour soigner les blessés. Alors, les blessés qui arrivaient ici, par la gare. Mais quand ils arrivaient ici, c'est quand même qu'ils n'étaient pas trop gravement atteints, parce que les autres, j'ai un autre grand-père qui est mort là-bas, sur place, pas loin du front, et là, c'était une autre paire de manches. Bon, voilà, alors je liste les convois de blessés, puis il y a les pénuries, la taxation des denrées, le rationnement, la spéculation, bien sûr, comme chaque fois, hein, le bois de chauffage qui vient à manquer, une disette en 1917. Alors, il y a eu une garnison qui a stationné quelque temps. Le premier, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, le ETEM, qui est resté et qui tenait... qui faisait un peu d'instruction, voilà, pour les mobiliser avant qu'ils partent. Voilà. Et les soldats cantonnés chez l'habitant, bien sûr. Voilà. Bon. Il y a eu donc 36 soldats décédés à Ribérac. Alors, à Ribérac sur place, c'est souvent des gens qui succombaient à leurs blessures. Alors, le monument, lui, a été inauguré en 1921. D'ailleurs, j'ai mis une carte postale où on voit la place sans monument à l'époque. Une carte postale d'époque qui m'a été donnée par le bijoutier, c'est la Nousière, je crois, qui est là depuis un siècle, en effet. Et j'ai reçu récemment, c'est l'intérêt du groupe Facebook, là, c'est qu'on a pu échanger des documents et des photos. Une dame qui doit être à Bordeaux, je crois, qui m'a envoyé la photo de l'inauguration du monument aux morts le 2 octobre 1921.
Et son père était gendarme à l'époque, il faisait partie des officiels de la cérémonie. Voilà. Bon, depuis, il est toujours là. Alors l'animation culturelle, je passe parce que là, c'est mon grand-père qui faisait, à l'époque, il était jeune, il s'occupait de l'ACJF. C'était les patronages, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de maison des jeunes. Donc c'était les patronages qui faisaient le travail d'animation. À l'époque, il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Jourde, qui était particulièrement dynamique. Et là, il faisait des séances récréatives. Alors, je l'expliquerai le jour où on parlera du vieux théâtre. Il y avait aussi des musiciens. J'ai mis toutes les photos. On a des photos des troupes. Merci, Monsieur Noël, encore. Et puis, il y a les gares locales. Il y avait une gare à Bourg-du-Beau, il y avait une gare au Bigoussi. Et on voit les gens sur les quais en costume. C'est magnifique. Voilà. Alors, 1929, qu'est-ce qui s'était passé? Ça n'a rien à voir avec la crise. Attendez, je cherche la souris qui me fait faux bon. Oui, on porte de 4 ans à 6 ans la durée du mandat des conseillers municipaux et des maires. Voilà. Il se trouve qu'en même temps, enfin, quelques mois après, en septembre noir aux États-Unis, c'est la Grande Dépression qui démarre. Ça n'a rien à voir, hein. La décision, c'est pas pour ça. Alors, Jules Brunet, je fais la liste de ses réalisations, mais il y en a tellement, en 40 ans, il a pu... Alors, en particulier, bon, alors, vous regarderez la liste, mais il a couvert le Ribéraquet, il a bitumé les rues de la ville, il a fait le réseau d'égouts dont on se sert toujours, hein. Il a agrandi l'hôpital, il a construit des monuments, il a acheté l'ancienne sous-préfecture, et il a organisé 2 grandes félibrées, dont celle de 1909, où on a posé la plaque à Arnaud Daniel. Donc il y avait la félibrée à Ribérac. On attend la prochaine, hein. Il y en a eu une en 1930, il y en a eu une, je crois, en 1983. Monsieur Terrien m'en a reparlé, je ne sais plus si c'est l'année exacte. Bon, je parle de l'abbé Broca qui arrive en 1934, non, un peu plus tôt, et qui a été l'artisan. Alors là aussi, je vous l'ai raconté pendant la présentation de l'église. Il a réalisé cette église en béton armé, monument unique pour l'époque, avec sa copie à Pau. Bon, 1936, et voilà, on arrive au silo. Enfin, en 1934 est créée la coopérative de stockage des céréales. En 1938, le plus grand silo de la Dordogne, avec 65 000 quintaux, est placé à l'entrée de la ville. Bon, ça, heureusement qu'il y avait des silos, parce qu'après, il fallait mettre des choses dedans. Et comme la guerre avec les restrictions va arriver, vous comprenez qu'il était peut-être un peu grand. Arrive le régime de Vichy, et on passe vite, hein. Je passe sur la débâcle. Mon père était artilleur, à ce moment-là, était dedans. Mon grand-père, lui, n'y a pas eu droit, heureusement. Il était sous-chef de gare à Périgueux, et il était réquisitionné par la SNCF, qui venait d'être créée en 1937 pour faire un service, disons, civique. Et un certain nombre de professions ont été protégées pour ne pas aller au front, hein, pour pouvoir assurer les services minimums. Et c'est vrai que les chemins de fer à l'époque, on ne le sait pas trop, mais quand les États-Unis vont se mettre dans la guerre, en 38-39, pardon, 43-44, ce sont les chemins de fer qui vont les acheminer vers le nouveau front, avant qu'on reparte vers la victoire. Alors, Jules Brunet, bon, donc j'en ai parlé, son mandat a été renouvelé 5 fois. Et il a eu le temps de faire beaucoup de travaux. Mais par contre, pendant la guerre, il n'était pas en odeur de sainteté, donc il a été démis et remplacé par, alors là, à l'époque, c'est le régime de Vichy qui nommait, on est revenu par un certain Edmond Coste, qui a régné pendant 4 ans. Mais néanmoins, malgré il a été pris en otage par les Allemands et amené en captivité. Vous voyez, donc, c'est pas toujours... on peut choisir son camp et puis se retrouver de l'autre côté sans le vouloir. Voilà. Bon, alors je passe aussi sur 2 personnages au destin, j'allais dire, croisé en 1940. Guy de la Rigaudy qui meurt, le premier tué presque, un des premiers tués du 10 mai 1940, à Musson en Belgique, en tant qu'éclaireur. Et puis Aragon qui passe là, mais lui dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il était brancardier et s'est retrouvé à Ribérac pendant la débâcle, donc en juin, et il a écrit dans Les yeux d'Elsa, qu'il avait perdu de vue, d'ailleurs à ce moment-là, ils se sont retrouvés autour de Nice ou de Marseille.
il a écrit La leçon de Ribérac, et c'est là qu'il fait l'éloge de Arnaud Daniel. Donc ça vaut quand même le coup. Donc on parlera d'Arnaud Daniel à part. Alors je passerai sur des épisodes que M. Cardouas a très bien décrits dans ses livres sur la guerre résistance et sur la guerre, ainsi que M. Rolly. Patrice Rolly a écrit plusieurs livres. Donc là, il suffit de s'y reporter. Moi, je rappelle les principaux points. La ligne de démarcation qui a mis finalement, qui passait à allemand. Le nom était bien choisi, mais qui passait, qui n'a pas passé par Ribérac, alors que Ribérac a été occupé quelques jours pourtant, mais finalement ils ont décalé la ligne et Ribérac était en zone libre. Alors ma famille avait la particularité d'avoir une ferme à Vinxin, donc qui était en zone occupée. Donc ils ont dû avoir des passeports pour tous les mois, ils allaient là-bas parce qu'on mangeait mieux, il n'y avait pas de restrictions dans les campagnes quand même. Bon, l'accueil des Alsaciens pendant 2 ans, les justes de Ribérac, la famille Jouy, qui tenait l'Hôtel de France et qui a résisté brillamment et qui abritait les Juifs pendant que les Allemands passaient. Le STO, la Résistance, les fameux milliards du train de Neuvic, même si ce n'est pas Ribérac, mais c'est tout près. La division Bremer qui passe le 26 mars. La milice nord-africaine qui a fait aussi un sacré sale boulot pendant quelques mois. Et puis, après la guerre, le fameux double maître. Double maître qui a fait régner sa terreur pendant 6 mois. Mais d'ailleurs, mon grand-père a dû passer devant lui. Et il a échappé de peu parce qu'on exécutait assez rapidement, sur un petit bout de papier d'énonciation. Alors les réfugiés, je donne des photos, en particulier de la famille Ivanès, l'occupation temporaire qui m'a été rappelée récemment par les anciens, j'avais oublié cet épisode, ils sont restés quand même du 30 juin au 11 juillet, puis après ils sont partis à Vinxin où ils ont occupé les châteaux. Bon, je passe sur la ligne de démarcation, les barrières, la résistance, les lettres de prisonniers. J'ai eu deux oncles qui ont été prisonniers, qui étaient au titre du STO. La survie au quotidien. Alors évidemment, le maire, là, il doit s'occuper du rationnement, de fournir la nourriture. Et le rutabaga, les fameux rutabagas dont on a entendu parler, c'est devenu là. Et puis il y avait le vélo. Mon père allait à Bordeaux à vélo. Il fallait une journée pour 100 km. Le pillage économique, bien sûr, les pénuries, les résistants. Alors les résistants, les juifs. Alors les juifs en Dordogne qui se retrouvaient, ceux qui ont, bon, il y en a beaucoup qui ont pu réchapper, mais grâce à des inventaires, on les retrouvait dans des associations et on les mettait au château du Roc, au Change, où il y a encore une plaque qu'on peut voir. Et les rafles de la première, il y a eu 4 ou 5 rafles du 26 août 42. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais voilà. Et les 3 justes de Ribérac, le 10 novembre 42, ça a été le jour où ils sont inscrits à Yad Vashem. Et c'est pour ça que j'estimerais normal qu'on leur rende hommage au moins par une plaque, mais pour l'instant, ça n'a pas été prévu. Bon, les rafles en Périgord, les convois de la honte, le passage de la division Bremer le 24 mars avec Alors, il y a un monument qui célèbre les assassinés de cette époque, qui ne sont pas très nombreux, mais quand même, il y en a une douzaine, avec les noms, qui est à côté derrière le palais de justice. C'est le monument au 26 mars. Et tous les 26 mars, on vient se recueillir à leur mémoire. Ceci dit, la division Bremer a fait beaucoup d'autres choses. Je donne son itinéraire, mais ils ont fait quand même en particulier à Saint-Astier. Ils en ont tué beaucoup plus. Ça a été dramatique. Alors, tout ça parce qu'ils remontaient vers la Normandie pour soutenir leurs troupes c'était juste avant le débarquement. Bon, je passe sur le bilan du train de Neuilly. Alors, pour la guerre de 39-45, moins de victimes pour Ribérac, 17 morts pour la France. Enfin, il y a aussi quand même beaucoup de victimes civiles dont on ne parle pas. Et le monument que j'incite les visiteurs à aller voir. La partie Alors, l'épuration en Dordogne a été particulièrement sauvage. Et c'est 1206 personnes pour une population de 390 000 habitants, donc autour de 400 victimes. Et bon, c'était effectivement l'endroit où
comment dire, on était à la frontière de la ligne de démarcation, donc où il y avait des passeurs. Et évidemment, on était vite dénoncés. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a eu des affaires sordides où c'était les domestiques qui voulaient récupérer la maison du patron et le patron se retrouvait dans les emprisonnés. Le plus célèbre, c'était la prison de Mozac. Mozac, où certains y ont fait des séjours assez longs. Ben voilà pour cette partie, avant qu'on passe à la 4e République, si vous Eh voulez. bien, ce sera pour notre prochaine fois. Écoutez, ça sera Et avec notre plaisir. 4e épisode autour des mers de Ribérac. Alors, ça sera plus rapide, je pense, parce que là, c'est des événements plus connus. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci voyons. Jean-Louis Montagu, à très vite.
Et l'on retrouve notre invité pour la quatrième et dernière partie de notre histoire de Ribérac et surtout des maires de Ribérac avec le travail réalisé par Jean-Louis Montagu. Bonjour. Pas que moi, enfin avec Pas que vous, mais quelques essentiellement. contributions. D'ailleurs, je vais vous citer quelqu'un. Bonjour, d'ailleurs, bonjour aux auditeurs. J'espère qu'on ne les lassera pas, mais il y a quand même mes amis Cadroas, Audrery, Bétoin, Jean-Claude Noël qui ont participé, enfin, dont j'utilise les éléments, ainsi que feu Émile Dussolier, qu'il faut citer, qui est quand même l'auteur, au moins jusqu'aux années 60. Et moi, je me suis permis, ma contribution, c'est surtout les années suivantes. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté dans les années 60 et moi, j'ai rajouté, avec l'aide de Rémi Thérienne, il faut le dire, les derniers maires. Donc une histoire contemporaine Voilà. Pour la dernière partie maintenant. On y va. Allez, je vous écoute. Et on vous écoute, il n'y a pas que moi, j'espère. Alors on part sur la 4e République, c'est-à-dire on est sorti de la guerre, vous avez vu, alors il y a eu quand même des restrictions, des affaires de résistance, une épuration sauvage, enfin il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas trop touché directement Ribérac, mais plutôt Périgueux. Ribérac, c'était le 26 mars, la fameuse journée avec ces morts dont on a parlé. Donc on va retrouver la paix, si vous voulez, maintenant, et la reconstruction, quoi. Ça va être les 30 Glorieuses d'abord. Alors, j'ai un petit litige que j'ai signalé au début, et une question que je me suis posée. Quand un maire prend une décision, par exemple de construire un silo, par exemple, la décision peut être réalisée, par exemple, 3 ans après, c'est-à-dire après son mandat. Alors, faut-il attribuer la réalisation à celui qui suit ou au maire qui a décidé? Bon, finalement, moi, j'ai pris celui qui réalise. Ou à celui qui inaugure, parce que ça peut être encore un troisième. Même si c'est pas lui qui a décidé. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais ça, c'est pas de M. Cazot, c'est de M. Thérienne, ou ça, l'inverse. » Bon, on y va. Allez, 1949, on y va. Et c'est le retour des cendres de Guy de la Rigaudy, qui était enterré dans le bois de Musson au début de la guerre, donc en 1940, à Saint-Martin-de-Ribérac, une grande cérémonie où d'ailleurs il y a encore des survivants, hein, certains me l'ont dit, certains étaient dans les louveteaux, se sont reconnus sur la photo. Hein. Enfin bon, à l'époque, ils étaient jeunes. Et la Rigaudy était mort à 33 ans, hein, il n'était pas vieux non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jules Brunet revient. Et effectivement, il avait été chassé par un qu'on appelle maintenant collabo, qui lui-même a été déporté quand même, il faut le savoir. Et Jules Brunet revient et il crée la Foire Exposition, voilà, en 1948. Ça, la Foire Exposition, beaucoup l'ont pas connue, c'était tous les 2 ans. Je crois que c'est les années impaires, non, je sais plus. Et puis, malheureusement, il ferme la gare aux voyageurs en 1940. Et elle sera déclassée en 1954. Et après, c'est les bus. En 1961, il décide de construire, devinez quoi, un nouvel abattoir pour une capacité de 2500 à 3500 tonnes. C'était le plan national d'équipement. Voilà. Et puis, une usine de chaussures, d'Ogneton, qui s'est installée. Mais il décède et lui succède Henri Crassa en 62. Alors là, il y a beaucoup de choses. Enfin, construction d'écoles maternelles, du nouveau lycée en 63. Au départ, pour 800 élèves. Premier lycée polyvalent du département. Il a créé le stade. Vous voyez, beaucoup de choses datent de cette époque. Et puis le silo, il a fait un silo spécial, mais ça, c'est l'autre silo, de 10 000 quintaux de maïs. Donc, l'abattoir décidé en 59, c'était c'était le deuxième de Dordogne, quand même, hein, aux normes internationales. Il a été mis en service en 64. C'est beaucoup plus tard, quand même. Bon, le bureau d'aide sociale, l'hôpital modernisé, les services publics, et puis des constructions d'habitats. Alors, c'était l'époque aussi où, d'ailleurs, mon grand-père en faisait partie. Il y avait un cercle Arnaud Daniel. C'était un cercle culturel qui se réunissait d'ailleurs à l'étage, je crois, du café de Paris, là, le café français. Le café français qui a malheureusement fermé récemment. J'ai encore une photo où on les voit se réunir. Et ils invitaient des responsables politiques. Enfin, c'était un cercle très actif.
D'ailleurs, on a repris ce nom pour notre groupe Facebook maintenant, qui s'appelle Cercle Arnaud Daniel, pour reprendre un petit peu les habitudes, et puis rendre hommage à notre poète trop méconnu. Voilà. Alors en 60, voilà, j'ai la photo là sous les yeux. Et à l'époque, il y avait un tout jeune, il s'appelait Jean Roux, qui nous a quittés récemment. Allez, on passe dans le règne suivant, parce que Jules Brunet, c'est un record, mais Bernard Cazeau, c'est pas mal non plus, puisque de 1971 à 2001, le maire socialiste Bernard Cazeau va inaugurer un grand épisode de la vie. Règne. Oui, bon, j'ose pas dire règne, parce que maintenant, il n'y a plus De roi. d'élection censitaire et il n'est pas nommé par le préfet, mais il a quand même cumulé beaucoup de réalisations auxquelles on se doit de rendre hommage, parce que Ribérac ne serait pas comme il est en ce moment. Alors, c'est l'époque aussi de la mode. Alors, c'est venu en 82 des lois quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, donc c'était le même parti, les lois de fer de décentralisation qui ont permis aussi pas mal de réalisations. Bernard Cazeau qui n'était pas né à Ribérac. Alors oui, je n'ai pas noté son lieu. Il est né à Bordeaux, Exact. me semble-t-il. Voilà. Bon, après, C'était une parenthèse. là, je ne parle pas de sa carrière parce qu'il est devenu président du Conseil général, mais et après après député puis sénateur, je ne parlerai pas de sa carrière nationale. Moi, je parle que de sa carrière. J'étudie les maires de Ribérac, sans rentrer plus dans le détail. Donc voilà, il y a eu l'État contrôle des collectivités. Alors ça, c'est les changements de la loi de fer sur lesquels je reviens peut-être un peu tôt à ce moment-là. Les blocs de compétences qui sont transférés. Les membres de la région devient une collectivité territoriale élue au suffrage universel. Bon, ça ne change pas grand-chose pour les maires, mais ça... Alors, j'ai fait une liste, j'invite les auditeurs à la parcourir en plusieurs pages, des réalisations du temps de M. Cazeau. Ça a été colossal, tant dans le désenclavement, avec le rond-point du Relais, les axes routiers Périgueux-Ribérac, Périgueux-Angoulême, remis aux normes européennes, la mise en place d'un service de car, ben oui, il n'y avait plus de gare, hein. La traversée de Ribérac est aménagée. Maintenant, en plus, on a libéré des poids lourds qui avant traversaient joyeusement la ville, hein. La création qui me fait toujours rire et d'autres, c'est le double rond-point du lycée, hein. Il y avait des ronds-points, mais alors en mettre un double, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de villes, on en trouve un comme ça. Alors, création d'une boutique SNCF, rénovation du bureau de poste, l'hôpital qui prend une dimension quasi départementale maintenant, il devient un groupe hospitalier digne de la ville. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La nouvelle gendarmerie, hein, qui maintenant, malheureusement, est un peu désaffectée, ou enfin, moins utilisée. Le centre de secours incendie qui a été construit, qui s'appelle Bustaret. Alors moi, j'ai connu monsieur Bustaret à l'époque, qui est mort jeune, qui est un ami de mes grands-parents. Et la mairie qu'il installe dans les nouveaux locaux de l'ancienne sous-préfecture. Il a libéré donc l'ancienne mairie pour en faire la poste. Bon, il a aménagé aussi la nouvelle perception. Je passe tellement, il y en a... Il a fermé un ancien dépôt d'ordures derrière l'ancienne gare. C'était une décharge vraiment horrible. Il a modernisé l'abattoir avec des chambres de réfrigération, des nouvelles étables, une nouvelle chaîne d'abattage des porcs. Et puis au niveau du sport, il a fait beaucoup de choses. Bon, le nouveau complexe sportif, le gymnase. Et en 97, ça s'est concrétisé par... la finale des championnats de France de première série, le club athlétique ribéracois, le 13 juin, bat Fontaine par 20-8. Et donc, il est devenu champion de cette série, en tout cas. Alors, l'eau, l'assainissement, la station de pompage... mais rien que ça ressemble à un inventaire à l'après-guerre, mais enfin, il n'empêche qu'il y a beaucoup de... Alors, il a créé aussi le syndicat d'initiative. Il a aménagé la salle polyvalente de l'époque, hein, parce qu'elle a été refaite depuis. Il a installé C'était sur le site de la Forexpo, puisqu'elle existait encore. Voilà.
Oui, et tous les 2 ans, et on rappelle qu'il y avait cette foire expo qui drainait une foule, et puis il y avait un spectacle, il y avait des expos aussi de matériel et de foires aux bestiaux en même temps. Enfin, c'était les anciennes foires qui étaient remises au goût du jour. Et il y en a eu beaucoup. Il a organisé les visites guidées de ferme par le syndicat d'initiative. J'en ai fait beaucoup, d'ailleurs, les randonnées pédestres. Enfin, bon. Le comité de jumelage. Alors, le comité... Ribe Oui, Rac, il arrive, là, Ribe- il arrive, fondé en 1983, le jumelage, et qui s'est concrétisé en 93 par la nouvelle cabine téléphonique jaune, là, qu'on voit d'ailleurs de vos fenêtres, qui symbolisait l'alliance, et puis la main du sculpteur, je ne sais plus son nom, là, qui est derrière le centre culturel. C'est ça. Bon, il y a eu beaucoup. Alors, le foyer du troisième âge, ça me concerne parce que ma grand-mère a été une des premières résidentes. Pas le foyer, là. Là, le foyer, c'est, comment dire, le foyer du temps libre, je parle. Oui, voilà, je confonds un peu. Oui, la résidence de personnes âgées, voilà. Boulevard Camille Fargeau, à l'époque, hein, qui est devenu François Mitterrand depuis. Qui accueille 23 personnes, je sais pas combien aujourd'hui, bon, il s'est pas agrandi depuis. Bon, donc le comité de jumelage, j'en viens de parler, le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères, le SITCOM, en 1979, 25 communes. Et puis il a bien sûr participé à la rénovation du patrimoine, la création de la maison de la Drône du côté de Montagrier, hein, que tout le monde connaît, je pense, qui raconte l'histoire des moulins. Le dépliant sur les églises romanes à coupole, ça on a fait une émission là-dessus, donc les gens savent de quoi on parle. Et puis dans la culture, alors la Maison des Jeunes, MJC en 1980, 400 adhérents d'ailleurs, cotisants. C'est devenu le centre culturel actuel. L'école de musique en 82, Conseil municipal des jeunes en 89, contrairement à ce que notre maire voulait dire que ça n'avait jamais été fait avant, bah si. Le carnaval en 94, et puis surtout le grand festival Musique et Paroles en Ribéracois, qui s'est terminé en 1999 après 20 éditions, et qui a été un grand succès. Puis alors voilà, en 88, la Félibrée du Bournat, voilà, dont on a les souvenirs sous forme d'assiettes gravées, etc. Et on attend toujours la prochaine, parce que notre dernier maire n'avait pas été fanatique. Alors j'ai repris une photo où on voit Bernard Cazot avec le majoral Monestier en photo, inaugurant la Félibrée. Et dans la culture, la création en 1981 de Feu Radio Liberté. Attendez, je ne sais pas si... Ouais, je l'ai mis là. Oui, vous ne l'avez pas cité. Des diapos parce que j'arrive. Diapo 235. Vous allez trop vite, là. Vous voulez tout de suite... Je croyais que vous l'aviez oublié. Oh non. Alors là, vous me faites presque un J'y arrive. Ah oui, je le vois. Je vous passe là-dessus. Alors, il y a eu l'ère d'aménagement des gens du voyage. Donc aujourd'hui, on se demande si elle est vraiment occupée. Et il y avait 19 caravanes possibles. Ça a été très, très disputé, hein, d'ailleurs. On se pose encore la question aujourd'hui parce que c'était en avance sur la législation. On n'était même pas obligé de le faire. Il y a des grandes villes qui ont suivi. Et d'ailleurs, elles se déchargeaient sur nous puisque ça existait. Ils se disaient que ce n'était pas la peine qu'on en fasse une. Alors, la communauté de communes CCPR, le projet du Grand Ribéracois, date de 1997. Elle regroupait à l'époque 11 communes avec des compétences obligatoires, économie, emploi, aménagement de l'espace. Alors, il y a eu la confection, les usines, du côté où actuellement on a des pharmacies et laboratoires. C'était Grammatico, la confection, Albany avec le papier, là, les feutres. La zone industrielle qui a pris de l'ampleur entre Saint-Martial et Ribérac, et puis de l'autre côté aussi. Et puis, donc, j'ai parlé de la Maison de la Culture en 81. Et à l'époque, il y a eu de très grands concerts et il y a eu, je crois... C'est Julien Gréco qui était venu aussi pendant la foire expo. Il y a eu le Grand Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. Et enfin... Césaria Évora aussi était venu. Oui. Césaria Évora. Aux pieds nus. Et vous avez ensuite la plus grande réalisation incontestablement de son règne, c'est Radio Liberté. C'est ça. L'une des plus anciennes des radios associatives du avec département. Radio Croquant. Les membres de l'équipe des débuts se souviennent de la ruée sur les transistors à l'époque, hein, pour
J'ai pas mis l'année d'ailleurs. 1981, je pense que c'est dans la foulée de la libération des ondes par François Mitterrand. Ah, si c'était la plus Et ancienne. la création au moment de la foire exposition aussi de Ribérac, mais Francis Gervais nous le dirait mieux que ça. Oui, d'ailleurs, je rappelle qu'il avait fait une émission en occitan qui avait Absolument. atteint les plus anciens au cœur, fascinés d'entendre leur langue dans le poste. Comme ça. Sur 59 MHz, vous le précisez. Ah, d'accord. Je l'ai dit. Voilà. Oui, sur 59. Oui, absolument. Donc, mon diaporama n'est pas si faux. Bon, les Anglais, phénomène anglais, à l'époque aussi. Oui, c'était dans les années 70 qu'ils ont commencé à arriver. Puis maintenant, on en est à la 3e génération. Enfin, ceux qui sont restés. Hein. Ils trouvent ça bien, les gens sont polis, il n'y a pas beaucoup de crimes. Heureusement. J'étais bien accueilli. Alors, celui qui parle là, c'est Barry Lowe, qui a été un musicien accordéoniste que j'ai bien connu et qui est décédé il n'y a pas longtemps, bêtement, dans un accident de voiture, mais qui creusait des piscines avec son tractopelle pour les résidents anglais. Voilà. Parce qu'ils achetaient beaucoup de résidences secondaires. Il y en a même qui ont ouvert des restaurants. Enfin, le cuisinier était français quand même. Ils sont bien ancrés dans notre Ribéracois comme dans le Bergeracois d'ailleurs. Allez, on change de règne. De 2001 à 2014, donc 2 mandats. Rémi Thérienne, lui aussi du même parti que l'ancien maire, fonctionnaire des finances, qui a été pendant 6 ans le président de la communauté de communes du Ribéracois. Alors bon, lui aussi, il a eu le temps, hein, en 2 mandats, de faire la station d'épuration, le réseau d'eau potable, l'aménagement un peu moins quand même de la circulation, parce que tout avait été en gros fait, le fleurissement de la ville, l'enquête sur la protection du patrimoine dont on a parlé dans notre première ou deuxième émission là, pour constituer une AVAP. L'abattoir, il était prêt en 2013 à faire, il l'a modernisé bien sûr, mais à refaire une SCIC, c'est-à-dire une société coopérative qui aurait été la solution, qui nous aurait évité bien des ennuis actuels. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout, malheureusement. Ils avaient 1 an pour le faire et après, le maire suivant a trouvé une solution qui n'est pas adaptée et qui nous a conduit à la déroute actuelle. Dans les sports, je ne suis pas très sportif, mais j'ai beaucoup pratiqué quand même sur la piste. Au passage, en 62, j'étais un des premiers avec mon ami Philippe Pommier, qui est professeur. Là, on a été un des premiers à utiliser les premiers cours de tennis. Il n'y en avait que 2 à l'époque. Et pour nous, c'était intéressant. Bon, je vois qu'il a construit le club Ouze pour les vestiaires, cuisine centrale, lotissement du Clos de la Charoufie, bon, la présidence de la CCPR, la piscine intercommunale, le centre de formation au métier de l'hôtellerie de Siorac, ben oui, et le boulevard François Mitterrand, rénové, etc. Malheureusement, aujourd'hui, encombré de poids lourds, et on attend toujours la déviation pour la suite. Alors, par contre, il a eu des crises à gérer, en particulier le 15 août 1993, ça a été la grêle, j'y étais d'ailleurs, en plein jumelage avec Rydberg, en plein concert de la fanfare allemande, est arrivée la grêle. J'ai mis une photo d'ailleurs et on a eu le même coup en 2014 avec Vanessa Paradis. Mais c'était des grêlons de taille de 9, hein, c'était quand même très fort. D'ailleurs, moi, j'ai dû refaire ma toiture, et pas que moi, hein, on était tous. Et puis, les fameuses tempêtes du 26 et 27 décembre 1999, j'étais là aussi, c'était la tempête de vent à 200 km/h, 92 morts en France, hein, des dizaines de milliards de francs, et surtout, nous, c'était le 27 surtout. Hein. Et c'est toujours à Noël qu'il se passe des choses. 3 semaines sans électricité, sans chauffage, c'était la tempête du siècle. Enfin, et il y a eu 270 millions d'arbres détruits. Bon, on s'en remet encore, mais il y a encore des traces dans les forêts. On voit encore des arbres. Alors, du juillet 2009, c'était la crise pour Albany qui ferme et qui se relocalise à Célestat, mais d'ailleurs qui n'a pas duré depuis, parce que maintenant ils sont repartis, ils ont fermé aussi, et ils sont repartis, je ne sais plus où, au Brésil ou je ne sais pas où. Maintenant, ils ont changé presque complètement de métier. Alors, il y a le 15 février 2010, il faut rappeler, parce que moi j'étais à côté, on a vu arriver la presse à l'école Notre-Dame, c'est ce fameux accident.
dans le bus qui transportait 63 personnes, 56 élèves et 5 enseignants. Et il y a eu 3 victimes. Et le père Robert, qui était devant, a échappé de peu. Il venait de donner sa place. D'ailleurs, il s'en est pas bien remis. Ça l'a choqué. Il avait à la professeure d'anglais, je crois. Et bon, ça a été une... Et puis en 2011, alors c'est pas une crise, c'est la fameuse hiver où on skiait. On skiait à Ribérac, depuis là-haut, le cimetière. Et j'ai pris en photo des gens qui faisaient de la luge. D'ailleurs, ils n'étaient pas très professionnels parce qu'en prenant les photos, j'ai failli prendre le gars en pleine figure. Voilà. Donc, ainsi pourrait se terminer. Alors, pour l'instant, je respecte un petit peu la prescription pour le maire qui vient de sortir, là. Patrice Favard. Parce qu'il y a eu 6 années que j'ai vécu d'assez près, puisque j'étais conseiller municipal. Et comme beaucoup de litiges ne sont pas encore réglés, et il y a une facture assez lourde à supporter, que ce soit pour l'abattoir, pour les embauches ou les licenciements des uns et des autres, qui vont nous laisser sans doute des traces dans notre portefeuille. Alors voilà, j'ai à peu près... Et Nicolas terminé. Platon, le maire actuel. Voilà, et que je plains un peu et son équipe, parce que je préfère ne pas être à sa place. Ayant connu l'expérience précédente, je vois la difficulté, je la mesure. Alors juste une chose, je rappelle pour tous les gens, que tous nos amis, auditeurs ou pas, qu'il existe un groupe Cercle Arnaud Daniel sur Facebook. Vous cherchez Cercle Arnaud Daniel, patrimoine de Ribérac, ça s'appelle comme ça. On le trouve très facilement. Alors vous pouvez vous inscrire, mais sur recommandation. C'est-à-dire que je vérifie les...